Bonjour, bonjour et bienvenue. Je vous accueille aujourd'hui pour le quatrième épisode des Rendez-vous du greffe, les voies de l'insertion en Bretagne. C'est un cycle de témoignages de porteurs de projets, lauréats des appels à projets du plan d'investissement dans les compétences, qu'on appelle aussi le PIC. C'est donc le quatrième épisode et on vous invite à écouter et à échanger avec celles et ceux qui œuvrent pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi et notamment des jeunes. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Bordereau, qui est directrice de la MFR Saint-Malo, Émeraude Compétences. Elle vous parlera du projet Parcours Expérience 3D, qui est d'ailleurs également un projet national. En Bretagne, c'est donc à Saint-Malo que ça se passe. Nous accueillons également Gilles Vial, qui est responsable du pôle territorial à la mission locale du pays de Cornouailles, ainsi que Juliette Ajoudi-Malte, qui est conseillère, et vont nous parler du projet Blablavan. Ces projets sont donc financés par l'État dans le cadre du PIC, et avec nous aujourd'hui pour vous donner plus d'informations, nous avons Najat Zouane et Fleur Poitou, qui sont toutes deux responsables de ces appels à projets à la DRETS. Donc bonjour tout le monde. Adeline Piron, ma collègue du Greffe Bretagne, est également avec nous et avec vous dans le chat. Vous pouvez interagir à tout moment et je vois que vous avez déjà commencé à vous saluer. Et donc, nous prendrons vos questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à participer et pensez bien à cocher, envoyer à tout le monde. Comme ça, tout le monde profitera de vos interventions. Fleur Poitou et Najat Zouane, je vous laisse la parole pour nous présenter en quelques mots le plan d'investissement dans les compétences. Bonjour Marie-Claire, merci. Donc le plan d'investissement dans les compétences, donc c'est un vaste plan national qui a été lancé en 2019, initié en 2018, lancé en 2019, qui comprend donc une série d'appels à projets qui ont été lancés sur les territoires, dont font partie les projets qui vont nous être présentés aujourd'hui, et qui comprend également le pacte régional d'investissement dans les compétences, qui vise à développer les dispositifs de formation vers les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc l'objectif du plan d'investissement dans les compétences, c'est d'accompagner 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Donc Najat Zouane de l'adresse Bretagne, en charge avec Fleur Poitou de certains appels à projets. Alors moi, plus précisément, l'appel à projet 100% inclusion et intégration professionnelle des réfugiés. Donc, l'enjeu, c'est de permettre à l'ensemble des demandeurs d'emploi les plus éloignés et les jeunes en demande d'insertion, de sécuriser leur parcours, donc de permettre à des opérateurs de sécuriser leur parcours, de permettre aussi de garantir des socles de compétences de base à des publics qui n'auraient pas accès à ces socles, et puis surtout parallèlement de répondre aux besoins des employeurs qui auront besoin effectivement de compétences et donc dans leur phase de recrutement. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi bien de répondre aux besoins des demandeurs d'emploi que des employeurs sur le territoire breton et à l'échelle nationale. Merci. Est-ce que pour nous donner une idée, vous pouvez par exemple nous donner le nombre de projets qui ont été financés en Bretagne et au niveau national aussi? Alors, en Bretagne, selon les appels à projets, c'est vrai que ça varie. Alors, tout appel à projet confondu, on a plus de 250 000. Alors, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a des projets interrégionaux. Si on prend en Bretagne, on doit avoir au total les 4 appels à projets confondus, une quarantaine, cinquantaine de projets sur le territoire avec des lauréats qui ont répondu. Alors, sachant qu'un lauréat peut répondre sur plusieurs territoires. C'est pour ça que c'est une estimation. Voilà. Très bien, ben merci beaucoup. Eh bien, pour illustrer l'appel à projet 100% inclusion, Madame Bordereau, je vous invite à nous présenter donc le projet Parcours Expérience 3D. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter notre projet Expérience 3D qui a pour objectif de permettre aux personnes de se construire un itinéraire en prenant appui sur ses acquis
et ses intentions. Donc ça, c'est un élément important. L'engagement a été pris de faciliter l'investissement de chacun et de chacune dans un parcours intégré qui comporte en fait trois dimensions. Une dimension individuelle, personnelle plus particulièrement, une dimension collective et une dimension professionnelle. Et dans ce parcours dit intégré, on entend l'idée et le vécu d'une approche capacitante. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, cette approche capacitante qui permet de travailler sur le pouvoir d'agir pour réaliser son propre projet. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec ces personnes au-delà de l'écoute et de l'analyse des besoins, leur permettre de cultiver l'estime de soi. Et pour cela, il a été important de travailler sur le réinvestissement de ses propres expériences. Et ces propres expériences, elles ne sont pas que professionnelles, elles sont également sociales, familiales. Et l'important était de pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent elles-mêmes reconnaître leurs propres compétences. Le but n'était pas de dire, ben, vous voyez, je vois en vous telle et telle compétence ou telle connaissance, mais bien que la personne elle-même puisse se dire, en fait, je me rends compte que j'ai des connaissances, j'ai des compétences, et c'est moi qui le dis. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le travail d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple voilà, de ce que les personnes peuvent partager donc, sur leurs expériences de vie et qu'après, donc ça va leur permettre de réaliser qu'elles ont effectivement ces compétences-là? Bah, un exemple tout bête, c'est qu'effectivement, on peut avoir, on a eu une majorité de femmes, hein, il faut le savoir, dans ces accompagnements qui avaient des parcours souvent d'inactivité, enfin, des inactivités longues, hein, c'est-à-dire de plus de 5 ans ou 10 ans d'inactivité professionnelle. Et souvent, quand elles arrivaient, elles disaient, bah, en fait, bah, je suis que femme au foyer, que. Voilà. Et que, en fait, en discutant avec elles, par leur expérience de vie, on se rendait compte en fait qu'elles avaient pu développer de nombreuses compétences, je dirais, dans la gestion de la vie quotidienne, dans la capacité effectivement à gérer le budget, à mettre en avant des activités pour leurs propres enfants. Et en fait, tout ça s'était nié. Et en tirant un peu cette ficelle de la reconnaissance de mes propres compétences, c'était déjà une fierté pour elles de dire bah, que finalement, en fait, elles avaient des capacités et que on pouvait, nous, en tout cas, être facilitatrices et les accompagner à rebondir par rapport à cette idée d'être que quelque chose et qui était déconnecté en fait des compétences qu'on pouvait utiliser pour s'insérer socialement et professionnellement. Et c'est pour ça que l'élément important dans cette notion d'approche capacitante, c'était de développer un agir toujours en situation, toujours partir de la situation et de faire le constat effectivement dans la réflexivité des compétences qu'en fait finalement on avait développées. Et bien entendu, en fonction de cette réflexion sur ce que l'on a pu mener dans l'action, c'est pouvoir effectivement pour certaines personnes ajuster, réadapter pour mieux poursuivre son itinéraire vers une insertion sociale et professionnelle. On a toujours été dans cette notion d'engagement concret et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup animés dans les accompagnements puisque en fait, voilà, je le redis, c'était des personnes qui étaient souvent dans des inactivités assez longues. Et au-delà de cet accompagnement individuel, on a travaillé aussi, en tout cas dans la rédaction de l'appel à projet, on avait une ambition forte du collectif et très vite on s'est rendu compte qu'effectivement les personnes, il était nécessaire de prendre énormément de temps avant qu'elles acceptent d'être en relation avec d'autres. Et la première étape a été effectivement une approche liée aux ateliers que nous avions menés sur le numérique et qui était d'abord, on veut bien, pourquoi pas, s'ouvrir aux nouvelles technologies, par exemple, mais dans l'instant T, j'ai telle ou telle problématique. Et on sait bien que pour arriver à se projeter, il faut d'abord régler les problèmes immédiats. Et dans la résolution de ces problèmes, qu'elles-mêmes
résolvaient, c'était déjà de prendre conscience qu'elles avaient réussi à régler ces problématiques-là et qu'elles pouvaient passer à d'autres compétences qu'elles avaient envie d'acquérir. Et c'est en fait par ce biais-là qu'on a démarré en quelque sorte du collectif, mais un peu plus modeste. C'était pas du collectif à 10, 12, 15 personnes, c'était du collectif au sens d'échange de pair à pair. Entre deux, trois personnes. Et on n'est jamais allé au-delà hein, dans cette notion du collectif. C'était je veux bien m'enrichir, je veux bien aussi donner, mais à deux, trois, avec une interaction directe, parce qu'au-delà, ça peut être aussi source d'angoisse. Et en tirant cette ficelle, effectivement, d'une acceptation d'aller vers l'autre, on a pu aussi travailler sur le parcours à la fois social et professionnel, puisque ça a été le déclenchement euh, en se disant peut-être que je peux finalement à deux ou à trois visiter un centre de formation ou aller sur un forum de l'emploi. Étape d'abord en étant simplement peut-être observateur, et puis l'étape 2, ça a été j'ose poser une question, et jusqu'à effectivement accompagner les personnes vers l'entreprise et vers l'immersion professionnelle. Mais par contre, on est sur un temps extrêmement long, puisque la moyenne des accompagnements était pratiquement d'un an, parce qu'effectivement, cette mise en confiance, cette fierté de dire je suis capable, eh bien, ça se fait pas en 3 mois, ça se fait pas parfois pour certaines personnes ni en 6 mois. Et donc voilà, de façon un petit peu rapide, l'expérience 3D. Merci beaucoup. Et combien de... Alors, du coup, oui, les groupes sont très réduits et les accompagnements sont longs. Combien de personnes travaillent chez vous, justement, sur ces accompagnements et combien de personnes sont accompagnées sur une année? Alors nous, à chaque fois, effectivement, on a eu des accompagnements individuels. Donc les personnes prenaient rendez-vous donc avec la conseillère. Voilà, on a accompagné sur l'ensemble du programme une cinquantaine, 55 Oui, personnes 55. précisément. Voilà. Très bien, merci. Il y a également quelque chose qu'on avait évoqué lors de nos échanges. Je vous en reparlais tout à l'heure. C'était tout le travail de partenariat que vous avez mis en place, ce qui rejoint aussi la question comment est-ce que vous avez fait parler du projet, comment est-ce que les personnes ont pu en entendre parler et sont venues à vous. Alors, effectivement, quand nous avons eu la chance d'être retenus, on s'est effectivement interrogé, même si nous l'avions réfléchi au moment de la rédaction de ce projet, sur la façon dont on allait sensibiliser les acteurs locaux, parce qu'on savait que de toute façon, les personnes avaient un certain nombre de freins, dont le frein de la mobilité, donc il fallait qu'on soit quand même sur le terrain et à proximité. Et donc, nous avons d'abord rencontré les partenaires de l'insertion sociale et professionnelle en, d'une part, précisant ou reprécisant ce qu'était le plan d'investissement dans les compétences et ensuite en zoomant sur notre expérience 3D en ayant vraiment dans l'idée d'être en complémentarité avec les structures existantes. L'objectif, c'était pas de dire, écoutez, voilà, on a un nouveau projet, orientez-nous les personnes. Non, c'était de dire, voilà comment nous, on se situe, d'échanger avec ces différents partenaires pour bien saisir aussi leur propre organisation et ainsi de travailler ensemble. Et ça, c'était important. D'ailleurs, on le voit dans le public accueilli. On a vraiment une diversité de personnes, à la fois des personnes qui sont demandeurs d'emploi longue durée inscrites Pôle emploi, mais aussi des personnes qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont aussi des personnes qui relèvent des quartiers prioritaires. Et élément important par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a, au-delà des acteurs de l'insertion, aussi rencontré les adjoints et les adjointes aux affaires sociales dans les communes, parce qu'en fait, ces élus étaient en contact aussi avec une population qui parfois était en souffrance, isolée, et qui avait pourtant cette envie de tendre vers ou d'essayer
de raccrocher un petit peu vers le monde professionnel. Et ces adjoints dans ces communes ont été très, très à l'écoute de ce dispositif. Et c'est ce qui nous a permis effectivement de recevoir aussi des personnes qui sont naturellement, enfin, qui nous ont appelés via effectivement les adjoints aux affaires sociales au sein des communes. Merci. Je vous relais des questions qu'on a eues dans le chat. Alors, il me semble qu'il y en a une, vous y avez déjà répondu sur la durée de l'accompagnement, ça peut aller jusqu'à 1 an. Oui, on a même des fois Ça dépend dépassé, des... hein, voilà, c'est Ouais, pas. très bien. Et on nous demande également s'il y a un âge, enfin, est-ce qu'il y a un âge minimum auquel on peut faire appel à vous? Et peut-être aussi que vous pouvez nous dire quelle est la moyenne d'âge des personnes que vous accompagnez. Alors, en fait, l'âge minimum, non, je pourrais dire simplement toute personne qui a envie d'être aidée, accompagnée dans leur insertion sociale et professionnelle. Par contre, effectivement, sur Saint-Malo, notre population accueillie était plutôt sur une moyenne d'âge de 45-50 ans, voire peut-être même 55 ans. Donc, on a peu de jeunes finalement qui sont dans ce dispositif, mais plutôt des personnes avec des parcours, comment je pourrais dire, d'inactivité, des parcours importants d'inactivité. Euh, voilà, donc on est voilà, sur des publics, effectivement, sur les 55 personnes, on en a presque les trois quarts qui ont plus de 45 ans. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez nous redonner des exemples voilà, dans l'accompagnement, concrètement, comment ça se passe, ou est-ce que vous avez en tête voilà, le profil d'une personne et son cheminement? Alors, ce qui nous a peut-être le plus marqué, c'est effectivement des personnes qui étaient dans des situations d'inactivité longues, hein, plus de 10 ans, et qui ont vraiment retrouvé l'envie d'oser, d'agir, de décider d'entreprendre. C'est-à-dire qu'une fois que la confiance a été instaurée, on a vu vraiment des personnes qui se sont révélées, qui ont pu se dire, ben, je suis capable. Et ça a été quelque chose de vraiment très, 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 très beau à voir et à vivre donc avec elles, parce qu'effectivement, elles ont su à un moment reconnaître leurs propres compétences et rebondir sur effectivement le marché de l'emploi. Alors avec quelquefois comment je pourrais dire, quelques souffrances au sens où il y a eu des immersions où en fait elles revenaient le lendemain en disant ben en fait ça va pas, je m'y retrouve pas, j'ai peur, je sais pas comment m'exprimer, Des etc. immersions dans des entreprises. Oui, voilà, oui, Ouais. excusez-moi, des immersions dans les entreprises où c'était vraiment l'étape la plus déstabilisante, mais qui au final, avec effectivement des fois des appels tous les jours, le temps de la PMSMP, hein, parce que souvent c'était 2 semaines, et que déjà dès le deuxième ou le troisième jour, c'était difficile, mais qui ont su persévérer, qui ont su Et se la dire, bah, PSMP, ah, pardon, les excusez-moi. acronymes. Euh, c'est un stage en fait en entreprise. C'est un dispositif souvent que l'on utilise et particulièrement d'ailleurs avec la mission locale ou avec par exemple le Pôle emploi qui peut prescrire les PMSLP. On a souhaité effectivement, on aurait pu le faire nous-mêmes, on a souhaité avoir un partenariat pour qu'effectivement il y ait du lien aussi avec les différents acteurs et qui suivent aussi les personnes qui nous ont été orientées. Et donc en fait, voilà, il y a eu des moments de fragilité, des moments de doute, mais des femmes dont on aurait pu se dire que le parcours allait être difficile. Certes, il a parfois été un peu chaotique, mais finalement, ce sont des personnes qui sont en emploi, puisqu'en fait, le retour à l'emploi est plutôt intéressant, hein, puisqu'en fait, sur les 45 personnes qui sont sorties du dispositif, il y en a 27 qui sont en emploi et il y en a une dizaine qui sont en formation, parce qu'elles ont aussi, grâce à ces stages, pris conscience qu'il y avait des fragilités et qu'il y avait peut-être nécessité, en tout cas, l'ont exprimé ainsi en disant bah, je serais peut-être plus en confiance dans l'entreprise si j'ai un peu plus de bagages pardon, et elles ont pu entrer en formation, alors souvent en formation de niveau, alors je ne me trompe pas parce que on a changé les niveaux, donc le niveau CAP.
hein, CAP, CAP. Et donc, dans des secteurs très différents, hein, parce on est aussi bien dans l'industrie que dans la menuiserie, le service à la personne, dans des activités d'entretien aussi. Et donc voilà, pour nous, ça a été le plus marquant pour ces personnes qui, on pourrait dire, revenaient de loin et qui, en fait, dans un parcours long, ont pu reprendre leur marque et s'insérer professionnellement. Merci beaucoup. Je rebondis sur le chat. Il y a beaucoup de questions et d'interventions. Donc, on a eu la définition de PMSMP. Donc, je pense qu'il y a des personnes de Pôle emploi qui sont avec nous. Il y a aussi une personne qui représente ADT Carmonde au Césaire et qui demande arrivez-vous à toucher des personnes en situation de grande précarité? Euh, et je reprécise peut-être, ce projet, c'est pas une formation en tant que telle, Voilà. on a eu la demande aussi dans la question dans le chat. C'est vraiment un parcours d'accompagnement, donc comme vous venez de le dire, en vue de remobiliser les personnes, leur redonner confiance, et par la suite, pourquoi pas entrer en formation. Tout à fait. Et effectivement, nous avons eu des personnes, et nous avons encore, hein, puisqu'il y a encore une dizaine d'accompagnements en cours, hein, des personnes en très grande précarité, hein, puisque en fait, on a beaucoup travaillé aussi avec les assistantes sociales, mais également on les a accompagnés vers l'épicerie solidaire, par exemple, parce que voilà, on s'adapte aussi aux activités et aux services qui peuvent être présents sur le pays de Saint-Malo. Donc oui, nous avons eu des personnes et nous avons encore des personnes en très grande précarité. Ça, c'est une évidence malheureusement. Et puis, effectivement, des personnes qu'on a pu aussi orienter par rapport aux questions liées à la santé. Parce qu'effectivement, quand les personnes sont en précarité, la question du remboursement santé n'est pas forcément évident. Donc voilà, on les a orientés vers des structures qui pouvaient, dans le cadre de leur situation, avoir des réponses pertinentes. Mais oui, oui, il y a de la grande précarité. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que, pour en revenir par rapport à l'âge et au parcours des personnes que vous accompagnez, euh, est-ce que vous avez identifié une raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas plus de personnes plus jeunes qui viennent vers vous? C'est une bonne question. Je relais une question qu'il y a dans le chat. D'accord. Alors oui, on a été surpris parce que on est un petit peu en marge. En fait, il faut savoir que l'expérience 3D est un projet porté au niveau national. Et en fait, mes collègues du réseau MFR qui portent l'expérience 3D ont majoritairement des jeunes. Et nous n'avons pas ou très peu de jeunes. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y avait d'autres dispositifs au service des jeunes? En fait, j'ai pas forcément de réponse. Je suis désolée. J'aurais aimé d'ailleurs avoir cette réponse-là, mais le constat fait qu'effectivement, nous sommes sur des publics, voilà, seniors, incontestablement. Très bien, bah merci. Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est un petit peu différent par rapport au même projet dans les autres régions. Euh, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Merci à tout le monde. Je vous en relais une autre. Est-ce que vous avez utilisé des supports de type culturel ou créatif, des intervenants, d'artistes, par exemple? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que sur nos ateliers numériques, j'en ai pas parlé, mais on a quand même, dans cette phase de réponse à des problématiques, on a voulu quand même aller au-delà et créer aussi du plaisir dans l'apprentissage. Et c'est vrai que dans nos ateliers, on a eu des activités, par exemple, liées à l'impression 3D. C'est-à-dire que les gens venaient avec un besoin spécifique qui était un besoin lié à la sphère personnelle, familiale, besoin d'une pièce. Donc, la personne venait avec l'idée, bah, j'aimerais, voilà, j'ai cette pièce qui est cassée, j'aimerais effectivement pouvoir la réparer. Donc, on a eu des ateliers 3D, on a eu des activités aussi avec l'Arduino ou avec Mbot qui permet effectivement de faire de l'animation pour les enfants. Donc, n'oublions pas que les personnes, puisqu'effectivement, ce sont
des hommes et des femmes de 40-50 ans sont aussi parents. Et donc pouvaient s'enrichir de création de jeux et pouvaient les expérimenter à la maison. Donc ça, c'était des choses qui étaient très intéressantes. Et effectivement, on a pu, dans ces ateliers, les amener à avoir une partie un petit peu ludique dans leur propre trajectoire. On a eu effectivement des interventions aussi sur. Alors, on était beaucoup centré effectivement sur le numérique, hein, mais sur la sécurité, sur effectivement la santé, sur voilà des choses qui étaient en fonction de leurs demandes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, on n'est en aucun cas arrivé avec en quelque sorte un planning en disant, ben voilà, la semaine prochaine ou dans 3 semaines, on aura le thème, je sais Oui, c'est pas, très citoyenneté. personnalisé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à D'accord. chaque fois, la personne venait avec une question ou un souhait et on partait de cette situation pour Mm. amener effectivement une action ou une intervention ou Ouais, un lien vers d'autres structures. très bien, merci. Du coup, si on résume tout ce que vous nous avez partagé, vraiment les clés de réussite du projet, c'est vraiment dans cet accompagnement qui est Ah, personnalisé. alors, pour moi, la clé, c'est quand même l'individualisation Mm. de la première rencontre jusqu'à la dernière. Et cette approche capacitante, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, enfin de partir du pouvoir d'agir sur son propre parcours et puis en prenant expérience sur les situations aussi de la vie sociale, de la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important avec ce retour réflexif qui permet effectivement de se faire confiance, de revaloriser son image et de se dire bah, je suis capable et j'ai envie d'avancer. Ouais, et donc pour moi, ça c'est l'élément extrêmement important enfin, de ce projet. Et je rajouterais juste une petite chose, alors je suis peut-être un peu bavarde, mais c'est vrai que en réfléchissant, il y a peut-être une chose qui peut-être pourrait manquer, c'est peut-être de travailler si demain on avait la possibilité de poursuivre, c'est d'avoir des activités qui soient peut-être aussi tournées vers l'extérieur. Voilà, on Oui, aura les peut-être. activités sportives, notamment, vous Voilà, c'est disiez. ça. Ben oui, parce qu'on est à Saint-Malo et c'est vrai qu'on s'est dit, mais peut-être qu'il nous manque, euh, bien entendu, avec la liberté de faire ou de ne pas faire, mais pourquoi pas des activités nautiques qui entraîneraient aussi une dimension collective très limitée, mais une autre dimension et peut-être un élargissement de ce qui pouvait être proposé initialement. Mm. Très bien, bah écoutez, l'appel est entendu dans les gens du public. Alors je vous remercie, il y a beaucoup de questions, malheureusement on va pas pouvoir toutes les prendre, mais merci beaucoup. Euh, Najat, il y avait quelques questions sur l'appel à projet. Est-ce que très 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 rapidement, puisque nous devons passer à la présentation de notre projet, tu peux nous rappeler ce qu'est l'appel à projet, juste pour clarifier Oui, alors oui, je précise, l'appel à projet 100% inclusion, comme les 4 autres appels à projet, puisqu'il y en avait 4, ont été lancés en 2019. Celui-ci, dans le but vraiment de travailler sur la construction des projets, des parcours professionnels, pour développer des compétences, qu'elles soient acquises ou compétences sociales ou psychosociales. Et l'objectif, c'était de viser vraiment les demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, les bénéficiaires, les résidents de la politique de la ville et les résidents en zone rurale. Juste pour répondre à une question, est-ce qu'il y avait des rémunérations prévues? Oui, l'appel à projet, je me permets de répondre aux autres questions. L'appel à projet, les appels à projet, sauf celui sur le repérage que vous présentera le prochain lauréat, permettaient aux lauréats de faire bénéficier au public, aux bénéficiaires d'une rémunération mise en place par les services de l'État. Donc le lauréat devait débloquer, selon la situation du bénéficiaire, une aide, une indemnité pendant son accompagnement. Juste pour compléter cet appel à projet, pour compléter les chiffres, c'est vrai qu'il y a une différence importante. Il y a énormément de femmes, plus de femmes ici en Bretagne, effectivement. C'est pas le cas au niveau national. Il y a une dominante d'hommes, 54% d'hommes. Et effectivement, en termes de sortie,
on a à peu près les mêmes, c'est-à-dire 30% sont en sortie emploi durable, 10% en sortie emploi précaire et 17% en formation. Voilà, ou à la création d'entreprises. Et puis, voilà, je pense que les chiffres clés, c'est essentiel. Je ne sais pas s'il y avait d'autres souhaits, mais on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup et merci encore Madame Bordereau pour votre témoignage. Maintenant, alors avant de passer à la présentation du projet Blablavan, Fleur, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'appel à projet, donc repérer et mobiliser les publics dits invisibles et notamment les plus jeunes d'entre eux? Alors, je vais faire très succinct aussi, puisqu'on va passer rapidement à la présentation de Blablavan. Donc, oui, l'appel à projet repérer et mobiliser les publics dits invisibles donc, fait partie des expérimentations du plan d'investissement dans les compétences. Alors, ce projet-là, il vise à repérer donc, les jeunes qui sont décrocheurs et qui ne sont pas repérés par le service public de l'emploi. Donc, c'est les jeunes de 16 à 25 ans, donc qu'on dit invisibles, hein, qui ne sont ni en emploi, ni en études, qui ne sont pas en formation. Donc, l'idée de cet appel à projet, c'était que des expérimentations soient menées pour aller rechercher ces jeunes sur les territoires, pour les repérer et puis les remobiliser pour les faire rentrer de nouveau dans une démarche d'aller vers l'emploi et d'aller vers la formation. Donc, sur la région Bretagne, on a eu 13 projets. Donc, il y a eu 237 projets au niveau national, donc 13 projets en région Bretagne qui se terminent sur l'année 2023 avec quelques prolongations sur début 2024 pour permettre en fait aux actions d'aller jusqu'à leur terme. Et donc, on a des projets très, très innovants dont Monsieur Vial va nous parler. Puisque l'Aller vert, ça comprend aussi voilà, des actions très expérimentales de remobilisation directement sur les territoires, sur les terrains de sport, avec des outils itinérants ou sur les réseaux sociaux. Donc, je vais peut-être pas aller trop sur les chiffres, hein, peut-être juste quand même sur le nombre de jeunes repérés et mobilisés. Donc, au niveau national, il y a eu 125 000 jeunes qui ont été repérés à ce jour. Et en région Bretagne, on est à 4 340 jeunes repérés, avec une proportion un petit peu plus faible de femmes que d'hommes, qui est similaire au niveau national. Merci beaucoup. Monsieur Vial, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet et notamment un petit peu l'historique rapidement, comment ça s'est mis en place? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis Gilles Vial, je suis à la coécriture de la réponse à l'appel à projet avec ma collègue Hélène Guizou qui n'est pas là aujourd'hui. Donc quand on a écrit ce projet autour du repérage du public dit invisible, on a déjà commencé à réfléchir à ce que voulait dire l'invisibilité. Et c'était déjà assez complexe. Ensuite, nous avons travaillé à créer un consortium sur le territoire pour pouvoir partir un peu armé avec du partenariat autour de nous et pour pouvoir lancer quelque chose. En fait, ce projet, il est en 3 étapes importantes. Une première étape qui est sur le partenariat. Alors, le partenariat, il existe déjà puisque la mission locale, elle est quand même, elle est locale, donc elle est sur les territoires. Mais le partenariat, il est existant et il fallait développer d'autres partenariats. Donc, il y a une première phase comme ça où il a fallu se montrer pour pouvoir expliquer quel était ce projet de Blablavan. Alors, Blablavan, je vais tout de suite répondre à une question qui n'est pas encore arrivée. Pourquoi Blablavan? C'est parce que on ne voulait pas arriver avec le logo de la mission locale ou le logo du CCAS ou quelque autre. Voilà, on voulait désinstitutionnaliser la rencontre. Tout à l'heure, Nathalie parlait du développement du pouvoir d'agir. Moi, je le mets en opposition au devoir d'agir. Et la réflexion, c'était de se dire, si ce public, il ne rentre plus dans les institutions, et je ne parle pas que de la mission locale, je parle de toutes les institutions, c'est qu'il faut changer la méthode. Et changer la méthode, c'est créer un SAS, en fait. Et l'idée de Blablavan, c'est de créer un SAS à très, très bas seuil d'exigence pour pouvoir ramener des gens qui n'ont plus confiance en l'institution, alors pour des histoires diverses et variées, qui n'ont plus confiance, pouvoir les ramener peut-être dans une forme d'accompagnement, soit mission locale, puisque effectivement le public cible, c'est les 16-25 en allant jusqu'au 29, voilà, mais
communication autour des fourgons. Le nom Blablavan, c'est un groupe de travail avec des jeunes de la mission locale pour essayer de créer quelque chose bah, pas réfléchi par nous, mais réfléchi plutôt par les jeunes pour pouvoir toucher les jeunes, en imaginant que le pair à pair marche tellement mieux que le regard d'adultes. Donc là, ça a été d'équiper des fourgons qu'on a achetés, qui ont été équipés du côté de Vannes là, par un équipementier, voilà, et on a fait un petit camping-car. En fait, c'est un vrai camping-car où il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger, c'est-à-dire qu'on peut aussi proposer café, jus d'orange, il y a un frigo, il y a de quoi faire ses besoins. Enfin, c'est un vrai camping-car qui permet, et c'est aussi le bureau. Bah, j'ai Juliette à côté de moi, donc c'est le Oui, bureau c'est de son Juliette. bureau. Vaut mieux qu'il soit bien quand même, le bureau. Il y a même du chauffage pour l'hiver, donc tout va bien. Et de quoi se mettre en terrasse s'il faut, quoi. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose comme ça. Nous, on a une particularité sur ce projet, c'est qu'on a deux territoires différents. On a un territoire qui est un QPV, quartier politique de la ville, qui se trouve sur Quimper. Et ce quartier, c'est Pénars-Kermoisan. C'est vraiment un QPV, mais qui est très petit. C'est vraiment quelques rues, etc. Donc là, il y a un fourgon qui navigue dans ce micro-territoire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très urbain. Voilà. Et puis, Juliette, elle en parlera tout à l'heure, mais Juliette est sur les deux pays bigoudins, car dans le Finistère, on a deux pays bigoudins. On a le haut pays bigoudin, le pays bigoudin sud, et ça représente 22 communes. Donc, on est sur un territoire hyper étendu et très rural. L'idée d'être sur deux territoires très différents, c'était parce que aussi dans notre réflexion avec Hélène lors de l'écriture de la réponse à cet appel à projet, c'est de se dire que ça serait intéressant qu'à la fin, on puisse servir qu'on ait la capacité d'analyser quels sont ces territoires et un petit peu plus profondément. Donc on s'est déjà rendu compte d'un certain nombre de choses, hein. C'est que la population est plutôt vieillissante et que il y a de moins en moins de jeunes. Enfin, sur les pays bigoudins, c'est assez prégnant par rapport à Pénars, où on est vraiment sur de l'urbain, et là, on n'est pas dans la même chose. Donc, voilà. Si je reviens un petit peu sur les phases, donc la première phase, ça a été vraiment de travailler avec les partenaires. La deuxième phase, ça a été de mettre en place des maraudes. Donc, on imagine bien que sur le territoire urbain, c'est pas la même chose que sur le territoire plus rural. Donc, au début, ben, on s'est attelé à faire des maraudes sur les 22 communes. Et ça, vous m'expliquiez justement que en expérimentant, vous avez réalisé que c'était peut-être pas forcément comme ça que c'était le plus efficace. Ben non, c'était pas le plus efficace. Les jeunes, en tout cas, se regroupent à certains endroits. Et même s'ils habitent dans un village, c'est pas forcément dans ce village-là que les rencontres se font. Donc souvent, il a fallu analyser tout ça, tout ce territoire, en passant du temps et en prenant des bides, hein. C'est un vrai travail, un vrai travail d'investigation. On peut se retrouver quelques heures à attendre, voilà, et il se passe strictement rien. Donc il a fallu analyser un petit peu ce territoire pour pouvoir aller définir des endroits qui sont précis. Donc là, on a énormément réduit les temps de maraude. On a toujours des temps officiels, par exemple au Resto du Cœur sur Pont-l'Abbé, tout ça, qui sont des temps officiels. Et puis sinon, ben, Juliette, voilà, elle pérégrine sur le territoire, voilà, selon un petit peu la population qui s'y trouve. Je refais le parallèle avec Pénars sur le QPV. Là, on est sur un micro. Donc là, on est vraiment, beaucoup de choses se font à pied et se font beaucoup à travers les mamans, en fait, qui ramènent les petits à l'école parce qu'il y a toujours un frère ou une sœur. Particularité aussi de notre approche, c'était vraiment de se dire, notre public cible, c'est 16-25, mais en fait, on va rencontrer tout le monde. Parce que tout simplement, c'était aussi de rencontrer la grand-mère. Et la grand-mère, elle a une petite fille qui reste à la maison et on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, c'était aussi, on parlait de sourcing hier, Marie-Claire. Donc, il n'y a pas de sourcing de fait par nous en disant bah, quels sont les jeunes qui étaient inscrits à la mission locale et qui ne sont plus, enfin, qui sont toujours inscrits mais qu'on ne voit plus. Ce n'était pas du tout comme ça l'approche. L'approche était vraiment à travers les partenaires d'essayer de ramener des personnes qui étaient loin de l'accompagnement. Ça, c'était vraiment l'idée première, quoi. Vraiment. Très bien, mais merci beaucoup. Et justement, ce type de projet, l'expérimentation, etc., j'imagine que ça vous permet aussi peut-être de vous adapter et au fil de l'eau, vous connaissez de mieux en mieux le territoire, les cibles, etc.
Et j'imagine que pour le coup d'être en camion, ça vous permet aussi de vous réajuster assez rapidement. Moi, je te laisse répondre à ça. Oui, Il Juliette. est en camion. Si vous pouvez nous expliquer bah voilà, comment vous travaillez ou comment se déroule une journée type, par exemple. Alors, donc moi, bonjour à tous. Donc, je suis Juliette Ajoudi Maltès. C'est comme ça que ça se prononce. Merci. Donc, je suis conseillère en insertion professionnelle. Enfin, c'est mon titre. Je suis rattachée donc à l'antenne de Pont-l'Abbé, donc sur cette expérimentation Blablaval sur le Pays Bigoudin. Donc, comme disait Gilles, il y a 22 communes. Moi, je suis arrivée en mars dernier, donc j'ai repris en fait le flambeau de ma collègue qui avait déjà démarré le projet. Donc, en fait, j'ai poursuivi le programme on va dire, de permanence et de maraude qu'elle avait mis en place. Alors, donc moi, je différencie dans mes activités, en fait, quand j'appelle permanence, c'est des endroits où je vais avec le camion et où je reste une matinée ou une après-midi. Les maraudes, c'est plutôt quand je pars à pied, c'est-à-dire que voilà, je pars à pied me promener. Et après, les projets. Voilà, c'est un petit peu les trois axes de mon travail. Donc, la première phase, on va dire avril, mai et juin dernier, j'ai essayé de développer vraiment beaucoup, beaucoup les permanences et les maraudes, c'est-à-dire que donc comment dire, je suis présente sur les deux recycleries, une dans le pays du Bigoudin Nord et une dans le sud. Donc je reste toute l'après-midi. Et comment dire, ces partenaires-là communiquent sur ma présence, voilà, sur l'objectif et sur ma présence. Je fais des permanences au Resto du Cœur à Pont-l'Abbé. J'ai essayé aussi de faire les marchés. Donc j'ai fait 3 marchés, 3 ou 4 marchés. J'ai fait aussi des parkings de supermarchés. Voilà. Et donc cette phase-là, en fait, en gros, c'était vraiment, vraiment dans une logique d'aller vers pur, c'est-à-dire courir après tout le monde sur les marchés, sur les parkings, pour distribuer en fait le flyer et expliquer, évidemment, l'idée c'est d'expliquer quel était l'objectif de cette expérimentation. Voilà, que j'étais à la recherche des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, sortis du système universitaire. Et donc j'ai fait 3 mois, voilà, en courant après tout le monde. Alors je pense que ça, comment dire, vu que j'ai repris, j'ai continué. Il y avait déjà une identification parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui me disaient ah oui j'ai déjà vu, ah oui j'ai déjà vu le camion, j'ai déjà vu votre collègue, etc. Donc je pense que ça, comment dire ça, j'ai assis en fait la connaissance et la visibilité de l'expérimentation. Donc il y avait plein de gens qui étaient sensibles, intéressés, qui prenaient le fly. Voilà, je leur disais qu'il y a mon numéro de téléphone, que je suis sur Instagram, que les jeunes peuvent me contacter directement via Instagram, de pas hésiter, voilà, etc. Donc j'ai senti vraiment un intérêt de la population. Donc là, comme disait Gilles, j'allais vers tous les habitants, hein. Parce que voilà, il faut savoir que bah, le pays Bigoudin, évidemment, enfin, comme disait Gilles, c'est assez vieillissant. Donc sur les marchés, les parkings de supermarchés, en journée, etc. Bah, il y a... Alors, j'ai croisé quelques jeunes. Donc, pour le coup, les jeunes qu'on croise comme ça en pleine semaine, à des heures, en pleine journée, ben, souvent, ça peut être la cible. Mais, voilà, c'est le flyer. Donc, vous voyez ma tête, voilà, là, Juliette, voilà, avec ma collègue qui est à Pénard, c'est moi à droite. Et donc, voilà, là, on s'est rendu compte que bah, c'était bien parce que ça a permis de voir que les gens connaissaient le camion, connaissaient le dispositif, que voilà, mais euh, il y a, comment dire, c'est pas pour autant que les gens venaient vers moi, voilà, ou qu'il y avait vraiment ni des jeunes, ni des plus anciens. Alors après, j'ai pu avoir quelques informations, quelques repérages via cette manière de faire. Donc, pas rien du tout, mais peu, quoi. J'ai eu peut-être 3 ou 4 ou 5 situations qui me sont revenus en étant en contact comme ça avec la population. Pour un ou deux qui finalement sont venus s'inscrire à la mission locale. Voilà. Mais c'est vraiment enfin, c'est un travail assez, enfin, c'est long. Il faut pas se décourager. Enfin, c'est compliqué de courir après tout le monde avec des flyers. Voilà, faut rester tout le Oui, temps en oui, bien mobilité, sûr. etc. Après, il y a des partenaires qui sont venus avec moi.
parce que comme disait Gilles, c'est un projet qu'on a monté avec des partenaires. Donc, il y a eu des responsables enfance-jeunesse des 2 communautés de communes qui sont venus avec moi et qui ont pu se rendre compte de ce que c'était d'être dans ces situations-là. Et là, bon, alors nous, on est un territoire très, 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 très touristique. Donc là, juillet-août, en fait, comment dire, j'ai fait un peu moins de présence comme ça de terrain parce qu'en fait, il y a énormément de monde, énormément de circulation, c'est compliqué. Donc, j'ai fait de la prévention avec la structure Info Jeunes du Pays Bigoudin qui fait de la prévention sur l'alcool et le soleil sur les plages. Et en fait, c'était une logique d'aller vers aussi avec un outil de prévention, mais qui permet aussi d'aller vers la population et de rencontrer des jeunes. Et je pouvais également leur parler de ma casquette Blablavan. Et là, en fait, on rentre dans une deuxième phase du projet où il y a, en fait, je garde les 2 permanences, qui sont depuis le début du projet sur les 2 recycleries, parce que en fait, enfin, comment dire, il y a un échantillon de population qui est assez large en fait. Il y a des jeunes, il y a des plus anciens, voilà, et c'est des gens qui vont souvent chercher des objets en recyclerie. Donc ils ont quand même du temps, parce que ce que je me suis aperçu quand j'étais sur les marchés ou les parkings de supermarchés, enfin surtout les parkings de supermarchés, c'est que les gens vont faire leurs courses, quoi. Ils vont faire leurs Oui, courses il y a un donc à l'arrivée, ils timing sont pressés et au retour, ils chargent leurs courses dans leur coffre. Donc, c'était pas Mm, mm. idéal pour aussi avoir du temps. Donc là, je sors de cette logique-là. Je garde quand même des permanences qui sont depuis le début du projet pour garder une régularité enfin, comment dire, dans la présence terrain et Mm. l'identification qui peut-être porter ses fruits parce que là, on a une prolongation du projet jusqu'au mois d'août prochain. Euh, là, je rentre dans une phase plutôt de monter des projets, des actions avec des partenaires en direction des jeunes et que j'essaye pour la plupart de co-construire avec des jeunes qui sont accompagnés par la mission locale. L'idée là de ces projets-là, c'est de dire, eh bien, un jeune suivi par la mission locale, tu veux participer à la construction de ce projet, eh bien, tu viens avec quelqu'un qui n'est pas connu de la mission locale. Tu connais un copain qui a fait quelque chose. Je reviens sur les difficultés d'aller vers, comme on s'était rendu compte que c'était pas simple pour tout le monde, on a pris le temps de monter une formation autour de l'aller vers qui était en 2 parties avec une intervention de Philippe Cormon qui a beaucoup travaillé autour de cette notion d'aller vers. Donc ça, c'était plutôt la partie théorique. Et ensuite, une deuxième partie avec un comédien qui nous a mis en scène en scène dans des situations Des postures d'aller vers, en fait. comment on se frotte comment on résiste au bide, les gens qui veulent pas nous parler, comment on peut résister aussi à l'agressivité de certains, etc. Et c'était nécessaire pour nous, hein, pour nous les acteurs mission locale, mais aussi pour les partenaires qui ont participé aussi à cette formation, parce que c'est pas un exercice simple. Les Québécois ont beaucoup travaillé autour de cette notion de l'aller vers et pour avoir lu quelques trucs autour de ça, c'est vrai qu'il parle beaucoup du vide, hein. C'est comment on gère le moment où on n'y arrive pas, quoi. Ça, c'est Très compliqué. bien, bah merci beaucoup. Je vous propose de passer là à quelques questions qu'il y avait dans le chat. Oui. Et il est 11h52, donc on va aller très vite, mais merci en tout cas pour toutes ces informations. Il y a une question sur comment fidélisez-vous les jeunes? Est-ce que vous touchez des jeunes en grande précarité? Ça, je vous fais la question 3 en 1. Et allez-vous sur des lieux d'entraînement ou matchs sportifs? Alors, pour répondre pour le sport, oui. Le sport, c'est un vecteur, hein, de toute façon, et c'est important d'être visible auprès des acteurs du sport. Enfin, on parle beaucoup du foot, hein, parce que c'est quand même le sport premier, parce que les éducateurs dans ces clubs de sport, ils identifient des difficultés, hein. Et donc, c'est vrai que d'être présent, ça permet voilà, d'attraper quelques-uns. Sinon, ce que je voulais dire sur la fidélisation, on est vraiment beaucoup de réponses, c'est du one shot. En fait, il y a une question, Juliette ou l'autre collègue est présente, la réponse, elle est immédiate et c'est fait et c'est bon. Et il n'y a plus besoin d'autre chose. Après,
L'accompagnement, il y a certains, oui, effectivement, qui sont repartis sur un accompagnement mission locale. D'autres, je parle du quartier de Pénars, c'est plus une reprise de contact avec la MPT. Ça peut être juste ça, quoi. Donc, il y a pas forcément des demandes compliquées. Et la grande précarité, c'est encore plus complexe de l'attraper. Là, on a une situation quand même d'un jeune là, qui a été, enfin, c'est le CCAS, hein, pour le coup, Le CEDAS. le CEDAS qui l'a amené en fait auprès de nos services enfin d'abord de Juliette avec le Blablavan, et là il débute un accompagnement auprès de la mission locale, et on sait que ça va être un parcours long là, pour le coup. En fait, l'idée, c'était que moi, je connaisse très, 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 très bien le territoire, les structures, tous les partenaires du territoire, et que eux me connaissent aussi. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se renvoyer des situations. C'est-à-dire que eux puissent m'en envoyer, c'est-à-dire s'ils ont oui de jeunes invisibles et qui eux ne peuvent pas agir. Moi, j'ai carte blanche en fait pour pouvoir me déplacer, les accueillir, aller les voir plusieurs fois. Et que moi, je puisse renvoyer aussi, voilà, si j'ai des demandes de jeunes ou de moins jeunes, hein, parce que je suis en contact avec toute la population, que je puisse leur donner les contacts ou prendre rendez-vous avec eux vers des structures, vers des associations. Voilà. Donc, en fait, je suis une charnière, en fait, Une courroie de transmission. voilà, un intermédiaire. J'en profite pour rebondir sur une dernière question, justement sur votre rôle et comment ça se passe. Est-ce que vous avez un planning horaire atypique? Alors, j'ai fait quelques fins de journée en maraude. Comme dit, on a été présent sur des événements culturels ou sportifs, donc effectivement quelques samedis. Mais on est parti sur le principe que je partais pas sur des horaires totalement atypiques. C'est-à-dire, je suis pas sur, voilà, de la fin de soirée, de la fin de soirée, du week-end, pas tout le temps. Voilà. On n'est pas sur de la maraude du 115, quoi. On est vraiment sur effectivement, selon, il y a forcément parfois des dépassements d'horaires, etc. Mais on n'est pas que sur du week-end et de la soirée. J'essaye de trouver s'il y a vraiment des événements ou des choses sur lesquelles on se dit que c'est pertinent que j'y sois, j'y vais. Mais je suis pas sur des horaires atypiques. Très bien, merci. Plutôt sur des horaires classiques, en fait. D'accord. Et on avait parlé un petit peu de chiffres et de données tout à l'heure. J'avais noté que par mois, vous voyez à peu près 600 personnes, dont à peu près 240 jeunes. Est-ce bien ça? Alors, sur un an, alors si on parle des pays bigoudins, Juliette, elle rencontre Ah oui, par pardon, mois à peu sur un près, an, pas sur un mois. on est sur 240 personnes par mois à peu près. Mais Ouais, quand c'est ça, je suis à peu près sur 200. Je pense que j'ai des contacts vraiment. Je parle vraiment, voilà, j'ai 250 contacts avec la population. Mais Très par bien. contre, en jeunes, c'était beaucoup moins. si là c'était les chiffres d'avril à avril, on était sur 233 personnes qui étaient plus de 50 ans, Mm. et 30-50, on était sur 81, et c'est 30 jeunes. Là, c'est vraiment, ça explique bien le ratio, hein, et sur Pénars, on est à peu près sur les mêmes ratios, en fait. Donc, on rencontre, et en fait, c'est pour ça dans l'idée au démarrage, c'était de se dire, comme on ne demandera pas l'âge au démarrage, quand on rencontre quelqu'un, on ne lui demande pas l'âge, parce que c'est le meilleur moyen de le faire fuir. Donc là, et puis le pari, c'est de se dire, les personnes de plus de 50 ans ou les 30-50, ils connaissent quelqu'un. Donc, si ça se passe bien, voilà, en plus c'est sympa, ils nous ont payé un café, eh bien, voilà, c'est plus facile d'emmener le garçon qui reste un peu tout seul dans sa chambre, quoi. L'idée, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps de conclure. On pourrait encore en parler des heures et des heures de Ouais. ce projet parce que c'est vraiment, enfin voilà, vous avez beaucoup de choses à partager. C'est vraiment intéressant et merci à toutes les personnes qui ont participé pour leurs questions. Merci à vous. Merci à Madame Bordereau et à Fleur Poitou et Najat Zouane et à Lynn Piron. Je voulais simplement redonner quelques petites précisions. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, donc tous les lauréats de ces appels à projets dont on a parlé se retrouvent sur une communauté, sur un site qui s'appelle La Place. Aline va vous donner le lien parce que vous pouvez, en quelques clics, vous créer un compte et en découvrir plus sur les projets, avoir accès à tous les contacts. Il y a également une cartographie des projets. Donc, on peut vraiment voir que tout le territoire est couvert.
Je suis l'animatrice de cette communauté. Donc, si vous avez un problème technique, vous pouvez me contacter. Aline peut redonner mon email. Sachez aussi que donc avec la DREDS Bretagne, on organise des différentes actions pour valoriser ces projets, en faire parler. Donc, comme aujourd'hui ce webinaire, et on organise également des journées de travail en intelligence collective où les lauréats et des acteurs du territoire peuvent se rencontrer, échanger. Sur le site du Greffe et sur la place, vous pouvez retrouver des articles qui présentent toutes ces activités. Et comme ça, ben voilà, vous verrez qu'il se passe beaucoup de choses sur le territoire. Il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup de pratiques, de retours d'expérience. C'est très foisonnant et c'est très inspirant. Donc, ben, merci beaucoup à tout le monde. Juste Marie-Claire? Oui. Oui, juste une rapide intervention parce que certaines personnes disaient effectivement c'est très intéressant ces appels à projets. Juste préciser que le plan d'investissement dans les compétences, c'est un plan qui se termine en fin d'année. Certains auront un temps de prolongation comme c'est le cas de la mission locale, mais il y a eu des sessions de capitalisation de toutes ces expériences avec donc le ministère et notre direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, des sessions d'intelligence collective. Nous en avons eu en Bretagne pour faire remonter quels étaient les résultats, quels sont les enseignements à en retirer. Et du coup, actuellement se construit une nouvelle offre de service qui sera présentée prochainement. On organisera sûrement un webinaire dans ce même cadre-là pour présenter la nouvelle offre de service. Et a priori, le volet repérage sera maintenu dans cette offre de service. Donc voilà, et sera mise en place au niveau régional par les DREDS. Voilà ce que je voulais dire pour la suite. Merci beaucoup. Ben, on se donne rendez-vous bientôt alors pour tout ça. Eh bien, bonne journée tout le monde et puis vous pourrez donc retrouver le replay sur le site web et sur la place. Bonne journée. Merci, bonne journée.